Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va commencer par une semaine qui s'achève extrêmement chargée. On va d'abord commencer par le Royaume-Uni avec une succession d'événements à la fois politiques, financiers, monétaires également. On rappelle les origines des tensions. Un budget présenté par la nouvelle équipe gouvernementale qui ne plaît pas au marché parce que considéré comme étant beaucoup trop surdimensionné par rapport à la dynamique économique du pays, par rapport au niveau d'endettement du pays, et puis les réactions en chaîne qui commencent à se produire, les taux britanniques qui s'envolent, la livre qui s'écrase donc il y a quelques jours, et puis la Banque d'Angleterre obligée d'intervenir pour calmer tout ça alors qu'elle était en pleine normalisation de sa politique monétaire avec des redressements de taux et puis un programme de réduction de son bilan en fait qui devait commencer et être annoncé. Eh bien marche arrière de la part de la Banque d'Angleterre face à cette situation financière très fragile, dangereuse même pour les fonds de pension britanniques qui ont tiré la sonnette d'alarme. Et donc, bras de fer depuis quelques jours entre d'un côté la Banque d'Angleterre qui a indiqué que son programme d'achat d'actifs devait se terminer là à la fin de la semaine, et puis le gouvernement britannique qui au départ ne voulait rien lâcher. Et puis, surprise en fin de semaine, on apprend donc que le ministre des Finances, donc le chancelier de l'échiquier, eh bien, a été sorti du gouvernement. Peut-être que d'autres annonces devraient également intervenir de ce côté-là. Et donc le signe qu'il y a une marche arrière tout simplement du gouvernement sur ce plan fiscal. Et donc on a vu ces derniers temps, les taux, notamment les taux longs britanniques, le taux 20 ans britannique qui avait accéléré au-delà de 5%, eh bien retombé plus proche des 4,5-4,6%. Donc signe qu'effectivement le marché a salué finalement une décision, cette marche arrière en fait sur des choix budgétaires jugés trop expansifs par les marchés, et ces choix donc réalisés par la nouvelle équipe gouvernementale. Donc beaucoup de rebondissements et au moment où on enregistre ce podcast, donc il est aux alentours de 15h30 la vendredi. Voilà en tout cas les infos dont nous disposons sur le Royaume-Uni. On va ensuite passer à un autre gros morceau de cette semaine qui était les chiffres très attendus de l'inflation aux États-Unis. D'un côté des chiffres qui montrent que c'est le 3e mois consécutif de ralentissement, mais le problème c'est que ça ne ralentit pas assez vite. On était au pic aux alentours de 9,1% sur l'inflation globale. On est retombé là à 8,2%, donc ça décroît, mais ça décroît quand même très lentement en l'espace de 3 mois. Pas suffisant, et puis on a même eu un rebond de l'inflation core, c'est-à-dire l'inflation hors alimentation, hors énergie, ce qui montre qu'effectivement il y a encore du chemin à parcourir sur le chemin de la lutte contre l'inflation élevée pour la Fed notamment. Mais on a vu une réaction de marché assez intéressante, c'est-à-dire que les chiffres d'inflation ont été publiés, les marchés sont tombés d'un coup parce que les chiffres étaient effectivement jugés comme encore trop importants, et puis on a vu un retournement du marché, et un retournement du marché qui intervient dans un contexte où on a le sentiment que le marché prend en compte la sensibilité des banques centrales, on va le dire comme ça, aux questions de stabilité financière. Les banques centrales sont engagées depuis des mois dans une lutte forte contre l'inflation avec des politiques de normalisation très accélérées, des taux qui remontent extrêmement vite, un bilan qui a commencé à décroître également du côté de la Fed, et puis donc ça génère des corrections d'un point de vue économique fortes. Vous avez des taux d'emprunt à 30 ans aux États-Unis, les taux d'emprunt immobilier qui ont dépassé les 7% cette semaine, donc ça a des conséquences fortes sur l'économie. Et donc face à ça, on voit que désormais le marché commence à avoir des réactions un peu plus fragiles, notamment le marché obligataire, un petit peu de stress sur la liquidité notamment. Alors pourtant ce sont des marchés absolument colossaux, les marchés obligataires mondiaux, et qu'ils soient britanniques, européens ou américains, ils sont absolument énormes. Et pourtant, on l'a vu, au Royaume-Uni, des tensions sur la liquidité. On a également du côté des États-Unis, Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Fed et actuelle secrétaire au Trésor, expliquait qu'elle pouvait s'inquiéter un petit peu de ces questions de liquidité. Même son de cloche du côté de la vice-présidente de la Fed qu'on a entendu en début de semaine, qui a eu un discours beaucoup plus nuancé que les derniers discours de Jérôme Powell. On rappelle que c'est la numéro 2 de la Fed, Brainard. Et pourtant, elle a eu des discours relativement nuancés, on va dire équilibrés par rapport aux questions d'inflation et aux questions de stabilité financière. Et donc, on voit bien qu'en fait, les banques centrales aujourd'hui sont dans une zone, une espèce de ligne de crête où d'un côté, effectivement, elles ne peuvent pas lâcher la bride par rapport aux questions d'inflation. L'inflation reste encore beaucoup trop élevée partout, en Europe et aux États-Unis. Mais de l'autre côté, on voit bien que les banques centrales surveillent la question de la stabilité financière. Ça veut dire en gros que les
marchés peuvent et doivent corriger. Ça, c'est largement vu sur le marché obligataire, ça, c'est largement vu sur le marché actions, sur le marché d'échange également, des ajustements de devises qui ont été très forts. Mais à un moment donné, quand on commence à arriver dans une zone de friction, de restriction finalement, où la politique monétaire commence à taper finalement, à taper sur les marchés, sur l'économie, eh bien, on voit que les banques centrales commencent à surveiller la stabilité financière, parce qu'effectivement il y a un coût pour lutter contre l'inflation, ça c'est très clair, il y a un coût à payer, un prix à payer pour lutter contre l'inflation, mais il ne faut pas que ce prix à payer soit plus faible que le prix à payer qu'il y aurait si la liquidité dérapait, et que donc s'il y avait des conséquences bien plus fortes par des répercussions, par exemple des faillites bancaires, des faillites de fonds de pension, des faillites de fonds tout simplement, des faillites d'entreprises, où là effectivement il y aurait une érosion massive de la confiance des consommateurs, des entreprises, avec des réactions de marché qui seraient extrêmement violentes. Et donc, quel serait le coût à ce moment-là pour normaliser la situation? Et finalement, mieux vaut-il pas qu'il y ait un coût, effectivement, qu'on étale un petit peu pour lutter contre l'inflation, sans aller forcément à fond pour que ça casse, et puis s'assurer, par contre, qu'il n'y ait pas de choc, on va pas dire de nature systémique, mais structurel en tout cas, où on commence à déséquilibrer des fonctions de marché qui doivent rester quand même saines pour accompagner finalement cette transition vers une inflation plus acceptable. Donc là, les marchés ont aussi un rôle à jouer, et s'ils dérapent complètement là-dedans, eh bien c'est l'économie qui bascule aussi, et là le coût pour redresser tout ça, on l'a vu post-crise de subprime notamment, les coûts sont absolument titanesques. Donc voilà la mission des banques centrales, et donc il ne serait pas étonnant, et finalement c'est ce qu'on a vu hier en fait, juste après l'inflation, on a vu des sources de la Banque Centrale Européenne venir indiquer que une partie des équipes de la BCE considérait que le taux final où la BCE devait amener ses taux directeurs, et bien que ces taux étaient plus bas que ce que le marché anticipait actuellement. Et vous voyez, ce genre de déclaration, elle n'arrive pas au hasard évidemment, elle arrive dans des moments où forcément ce qui passe au Royaume-Uni, ça fait écho, ça crée des vagues sur les marchés alentours. Eh bien, ça vise à envoyer ce genre de message que oui, il y aura toujours une politique qui va être menée pour lutter contre l'inflation, mais à un moment donné, si on sent qu'il y a une fragilité du marché, eh bien, je ne serais pas étonné qu'on voit ce genre de déclaration, et peut-être même du côté de la Fed arriver. Ce n'est pas un reniement, ce n'est pas une reculade sur la normalisation, c'est une manière d'envoyer des messages au marché montrant que eh bien, on tient compte aussi de ce qui se passe sur les marchés, qu'il n'y a pas une politique visant uniquement à ramener l'inflation, mais qu'il faut que ça se passe dans un cadre économique et un cadre financier qui reste quand même relativement stable, même si on sait que le prix à payer sera un ralentissement économique, peut-être une petite récession, mais il faut quand même que ça reste ordonné. Et on a entendu plusieurs fois ce mot ordonné dans la bouche des banquiers centraux ces derniers temps. Ils ne veulent pas que ça dérape. Voilà. Et ça, c'est important. Et c'est ça aussi qui peut faire qu'à un moment donné, le marché, ou les marchés, même actions par exemple, décide de ne pas aller forcément beaucoup plus bas, parce que à un moment donné, les banquiers centraux vont aussi devoir le dire peut-être de manière plus forte, que tout ce qui était déjà mis en place comme hausse de taux va produire ses effets sur les mois à venir. Il n'y a pas de fonction de réaction absolument immédiate quand vous relevez les taux sur l'économie. Il y a les anticipations de marché qui, elles, sont très rapides. On l'a vu sur les taux qui se redressaient. Mais par contre, sur l'économie, il faut que ça imprime, que ça diffuse et que ça percute pour qu'ensuite l'inflation. Et donc, il y a ce décalage en fait entre la vitesse des décisions monétaires et puis le temps qu'il faut pour que ça impacte, que ça imprime dans l'économie réelle et sur l'inflation. Et donc, c'est ce genre de message que je pense que les banquiers centraux doivent véhiculer et qui pourrait faire donc à un moment donné que les taux vont commencer à plafonner en fait. Si on prend la grosse référence qui est le taux 2 ans américain, qui suit de très très près la question de l'inflation et surtout les déclarations des membres de la Fed par rapport au niveau d'objectif des taux, eh bien on voit que le taux 2 ans américain est remonté là juste après les chiffres d'inflation à plus de 4,5%. Or 4,5%, c'est le taux auquel les membres de la Banque centrale américaine veulent amener le taux l'année prochaine, en fait, le tau de la Fed, qui est actuellement un peu au-delà de 3%. Donc en fait, on a déjà parcouru, normalement, quasiment l'intégralité du chemin à la hausse sur les taux courts américains. Et donc ça veut dire que les marchés qui sont sensibles à ça, à savoir les marchés actions, tout ce qui est valeur de croissance, comme le Nasdaq par exemple, mais aussi les autres marchés, tous les marchés ont été sensibles à ça, mais les valeurs de croissance, ils sont un peu plus sensibles. Eh bien ça voudrait dire que, on a déjà aussi parcouru, du coup, la plus grosse partie de la baisse sur les marchés actions. Alors après, dire qu'on a parcouru la plus grosse partie de la baisse ne veut pas dire du coup qu'on va rebondir tout de suite, mais veut dire potentiellement que si les banquiers centraux, comme on l'a vu hier, par exemple avec la BCE, commencent à envoyer comme ça des petits messages via des sources ou
carrément via des déclarations des responsables de banques centrales, des membres votants, des comités de politique monétaire, eh bien, ça pourrait par exemple suffire à faire plafonner un peu les taux, non pas qu'ils redescendent tout de suite, on n'y croit pas ces taux, ils vont les taux 2 ans, 10 ans, ils risquent de rester hauts quelque temps, mais s'ils n'accélèrent pas plus, c'est ça qui pose problème au marché, c'est la vitesse de l'accélération. Si les taux n'accélèrent pas plus et qu'ils sont en quelque sorte un peu figés par les banques centrales dans des zones hautes, eh bien, ça peut permettre du coup au marché action lui aussi de commencer à former un creux en fait, de former un creux qui n'est pas forcément un creux en V qui repart tout de suite, un creux un peu large, plutôt en U très ouvert comme ça, qui met du temps finalement à se former, mais des niveaux finalement en dessous desquels on aurait du mal à passer parce que finalement les marchés ont ajusté, notamment le marché obligataire, ont ajusté très vite leur niveau par rapport aux anticipations faites des actions de la Fed, dont certaines n'ont même pas encore été réalisées, tout simplement. Donc il y a bien une fonction d'anticipation là qui s'est tout à fait bien mise en place de la part des différents marchés. Cette semaine, on note également donc des chiffres intéressants de la part de la Chine, toujours cette question des pressions inflationnistes, et où au contraire, on voit qu'en Chine, notamment sur les prix à la production, eh bien, on tombe désormais à des niveaux de progression anémiques, plus 0,9% en septembre, en rythme annuel en plus, en year-to-year, donc c'est à septembre 2022 par rapport à septembre 2021, donc c'est un vrai ralentissement des prix à la production, enfin de la hausse des prix à la production, et donc ça veut dire que forcément, ce ralentissement dans la chaîne de formation des prix, en Chine et puis ensuite aux États-Unis, ça va se voir, parce que la Chine exporte aussi, exporter en tout cas une partie de son inflation dans cette période post-Covid aux États-Unis et en Europe, eh bien si de cette partie-là, vous avez un vrai ralentissement qui en plus, avec des effets de dollar fort, ralentit encore plus les prix qui rentrent aux États-Unis, eh bien ce sont des vrais bons signaux en amont qui vont se répercuter sur l'inflation d'ici quelques temps. Et donc c'est pas une question de si, mais de quand. Et le quand on voit ces tassements assez forts comme ça sur les tendances de progression des prix, il n'y a pas de raison que ce soit dans 6 mois ou dans 12 mois. Donc il est très très probable, encore une fois, que nous ayons des vrais ralentissements marqués de l'inflation aux États-Unis. En tout cas, une vraie bonne surprise d'ici la fin de l'année. Pas forcément 3-4 mois où ça tombe d'un coup, mais à un moment donné où on est vraiment des signaux que ça y est, que le ralentissement commence enfin à s'enclencher. Donc, je pense que c'est cette passerelle-là où les banques centrales doivent faire un peu attention de ne pas surchauffer les messages envoyés au marché, parce que on voit qu'en amont, il y a plein de signaux qui montrent, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur ces prix qui viennent de Chine, que ce soit sur les composantes de prix, des indicateurs type ISM ou PMI, que ce soit sur les loyers qui ont déjà commencé à ralentir aux États-Unis, qu'on ne voit pas encore ralentir parce qu'il y a un retard en fait dans la construction des indicateurs d'inflation aux États-Unis, mais il y a plein de signaux en amont qui montrent déjà que ce pic est passé. Donc ça, il faut que les banquiers centraux aussi en tiennent compte dans des effets un peu retardés que cela produira sur l'inflation, mais du coup de ne pas surenchérir à court terme sur la politique monétaire parce qu'ils ont été vraiment franco, et j'ai envie de dire à juste titre, ils avaient pris beaucoup de retard dans leur estimation de la durabilité de l'inflation, ils étaient donc behind the curve, ils étaient en retard par rapport à ça. Du coup, ils ont voulu faire laver plus blanc que blanc une fois qu'ils ont eu le signal qu'il fallait enfin y aller. Et maintenant, il faut pas tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait est déjà absolument massif en très peu de mois. Il faut aussi laisser le temps à tout cela de s'exprimer dans l'économie avec un effet retard qui est logique. Dernier élément aussi cette semaine qu'on note, du côté de la Russie. Alors est-ce qu'il y a des choses qui vont peut-être un petit peu évoluer dans un sens un peu meilleur d'un point de vue géopolitique? En tout cas, on a noté, les observateurs ont noté plusieurs déclarations cette semaine de la Russie, que ce soit Poutine, Lavrov, des responsables russes, laissant des ouvertures sur des négociations. Alors est-ce que c'est la valeur ou pas? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est de la stratégie? Impossible de le déterminer évidemment, mais en tout cas on note simplement qu'il y a un changement en termes de densité de déclaration dans ce sens-là par rapport aux semaines précédentes, donc ça c'est aussi un élément à surveiller. Et puis enfin, quelques éléments rapides avant de passer au programme pour la semaine prochaine. L'OPEP également. L'OPEP, vous avez vu, qui a pris une décision qui n'a pas plu du tout aux États-Unis. L'OPEP qui, de manière très surprenante, a décidé d'abaisser sa production de 2 millions de barils, absolument énorme, inacceptable pour les États-Unis, qui considèrent que ça n'intervient pas au bon moment comme annonce, qu'à peine les prix du pétrole retrouvent des niveaux normaux, et bien que l'Arabie Saoudite, donc les membres de l'OPEP+, avec la Russie évidemment, ont décidé cela, et ça apparaît presque comme un acte géopolitique par rapport aux États-Unis. Et là, on voit bien que l'administration américaine l'a très mal pris. On a eu beaucoup de déclarations très agressives dans la foulée. L'administration américaine expliquant qu'elle allait relire les questions d'accord sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. On a vu également des porte-parole de la Maison-Blanche indiquer qu'ils avaient montré aux Saoudiens que leur décision était injustifiée dans le contexte actuel, chiffre à l'appui. Voilà, on voit bien qu'il y a eu pas mal de déclarations comme ça, de pression en fait, tout simplement. Et l'administration américaine qui a en gros dit également, le porte-parole de la Maison-Blanche, qui a dit que le président Biden voulait
plus d'investissements dans les hydrocarbures. Alors effectivement, par rapport aux accords de Paris, par rapport aux accords sur le climat, c'est pas le genre de choses normalement qui doivent être dites. Et là, c'est aussi un moyen de faire pression sur ceux qui produisent le pétrole en disant voilà, si vous allez trop dans ce sens-là, c'est nous qui allons augmenter la production. Et il faut rappeler, c'est important de le faire, qu'avant la crise Covid, les États-Unis étaient indépendants d'un point de vue énergétique. Ils produisaient suffisamment de pétrole, de gaz ou autre. Ils ont exporté même une partie. Donc, ils ont la capacité, s'ils le décident, de ramener des niveaux de production à des niveaux supplémentaires. Donc, on voit aussi, ça, c'est un levier qui peut faire pression sur l'Arabie Saoudite. Alors, la Russie, c'est encore un cas à part, mais en tout cas, sur les décideurs importants, les gros producteurs. La Russie en est un, mais là, on sent bien que c'est au niveau de l'Arabie Saoudite que les États-Unis veulent faire pression. Puis, dernier élément un peu plus marché, on a touché cette semaine des niveaux importants sur les gros indices américains, par exemple. Si vous prenez tout le rallye qui s'est mis en place sur le S&P 500 depuis le plus bas post-Covid, de la crise Covid, on a corrigé cette semaine 50% de ce rallye post-Covid. Donc ce sont des niveaux techniques importants et en gros les indices américains, les gros indices, le S&P, le Dow Jones, le Russell 2000 pour les small caps américaines, on est revenu en fait sur la plupart des indices sur ou très très proche des niveaux pré-Covid. Donc toute la partie excès, on peut qualifier ça comme ça, de hausse post-Covid et qui n'était pas que des excès parce qu'il y avait aussi des progressions de bénéfices des entreprises dans cette période-là qui ne sont pas revenus sur les niveaux qu'on avait d'avant Covid, qui vont ralentir, ça on va le voir dans les jours qui viennent, dans la saison des résultats qui a commencé, mais on peut quand même qualifier le mouvement de correction des gros indices américains de suffisamment important pour considérer que l'excès lié à cette extension grâce aux politiques monétaires, à l'appétit des investisseurs ou autres, le gros de cet excès a été complètement corrigé. Donc ça aussi c'est des éléments à considérer d'un point de vue d'état psychologique et éventuellement d'opportunité même, probablement à moyen terme, sur ces gros indices. Et même en Europe, on a des schémas similaires. Le DAX, par exemple, le DAX allemand, lui, il évolue aujourd'hui sur des niveaux, ayant dividendes inclus en plus, sur des niveaux qu'on connaissait en 2015 déjà. Donc là aussi, forcément, se pose la question de la durabilité encore de la baisse. Pas qu'on attend un rebond fort, parce qu'il y a pas vraiment pour l'instant les bases pour ça, mais en termes de correction, on a quand même des niveaux qui, d'un point de vue des moyennes historiques, d'un point de vue des niveaux, des valorisations, c'est des corrections qui commencent à intégrer déjà beaucoup de risques et donc qui, clairement, d'un point de vue moyen terme, sont des niveaux qui deviennent opportuns. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'à 3 jours, ça va bondir de 10%, mais ça veut dire que c'est des zones dans lesquelles on arrive qui peuvent être des zones d'un peu plus de bataille, où on peut avoir des séances comme hier, par exemple, de fortes baisses à un moment donné, puis hop, le marché qui reprend 3% en ligne droite. Voilà, c'est ce genre de séance auquel on peut assister de plus en plus dans les jours et dans les semaines qui viennent, montrant justement qu'il y a plus d'hésitation à pousser les cours trop à la baisse et qu'il n'y a pas non plus encore les bases pour aller rebondir trop fortement. Donc une phase un peu plus consolidante. Rapidement, la semaine prochaine, début de semaine avec la Chine. On aura notamment lundi la balance commerciale chinoise. Mardi, ce sera la production industrielle, les ventes au détail, l'investissement également, Chine plus les chiffres du PIB. Donc gros marqueur chinois en début de semaine et important donc, parce que si la Chine commence à aller un peu mieux sur ses stats, on ne sait pas, mais si c'est le cas, ça commencera à aller un petit peu mieux aussi sur certaines valeurs un peu plus cycliques qui avaient beaucoup baissé ces derniers temps. Ça peut leur donner un petit coup de fouet supplémentaire. Donc voilà, à double tranchant aussi. Si les chiffres sont décevants, on reverra peut-être même des valeurs type LVMH ou autre, du luxe repartir à la baisse. Donc ça va être intéressant de voir justement où on est le cycle économique chinois. Non pas qu'une série de stats le définissent parfaitement, mais on verra si c'est dégradé ou pas par rapport au mois d'avant. Si on voit une stabilisation, ça commence à devenir intéressant parce que l'amélioration arrivant de Chine, après évidemment on connaît le schéma, États-Unis, Europe, ça ensuite ça va diffuser un petit peu partout. Donc à surveiller. Début de semaine vraiment intéressant à suivre. On aura ensuite mardi toujours l'indice ZIU qui est donc le sentiment économique en Allemagne. On aura la production industrielle aux États-Unis. Mercredi, ce sera les chiffres britanniques avec l'inflation au Royaume-Uni. On parlait du Royaume-Uni à l'instant, donc rendez-vous important la semaine prochaine. On aura également mercredi et jeudi des stats sur l'immobilier américain, tout ce qui est permis de construire, mise en chantier. Donc toujours bon de voir jusqu'où finalement ces hausses de taux de crédit finalement impactent ce marché immobilier qui a déjà pas mal ralenti. On aura également les inscriptions au chômage hebdomadaire, ça on les suit tous les jeudis donc aux États-Unis pour voir si justement ce marché de l'emploi se détend un petit peu. Il était extrêmement tendu, ça favorisait des fortes hausses de salaire. Plus on verra des inscriptions au chômage progresser, plus ça signifiera effectivement que ce marché de l'emploi commence à se détendre un petit peu et donc sera propice à des hausses de salaire moins fortes et donc ça ira dans le sens de ce que recherche la Fed. Donc on est clairement dans une optique sur la partie chômage américain où les mauvais chiffres deviendront des bonnes nouvelles pour le marché. On terminera la semaine avec quelques déclarations de membres de la Fed, Williams notamment, et puis on aura également la confiance des consommateurs en zone euro, et puis les ventes au détail au Royaume-Uni. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.